Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été un élève brillantissime puisque vous êtes polytechnicien. Votre passion de la musique vous a fait intégrer une école beaucoup plus populaire, HEC, c'est-à-dire les hautes études de la comédie musicale. Bonjour Novatia. Bonjour Jacques. Moi je me disais, j'ai pas fait HEC, c'est une erreur. Et voilà, je vois bien vu. Alors, on parlera tout à l'heure de ce nouveau spectacle pour la rentrée qui est étonnant sur Molière, que vous avez produit et même beaucoup travaillé dessus. On va parler de votre parcours connu et inconnu, parce que c'est le principe des clés d'une vie, avec des dates. On parlera bien sûr de la nouvelle star, mais surtout, j'ai trouvé la date où votre nom, pour la première fois dans un journal, c'est le 24 novembre 1978, un journal qui s'appelle La Jaune et la Rouge, qui est le journal de l'école polytechnique, et dedans, il y a parmi les admis, Novatia en M. C'est vrai ? Vous connaissez ce journal ? Oui, La Jaune et la Rouge, le journal de l'X, exact. Voilà, et dans ce numéro, on a annoncé le bal de Polytechnique à l'Opéra, avec Ravel, Verdi, une tombola avec une Peugeot. Puis je feuillette, et dans les admis à Polytechnique, vous êtes le candidat étranger qui est reçu. Alors, oui, alors c'est drôle, parce que je n'étais pas candidat étranger, parce que j'étais français. Oui. Et j'ai jamais compris, en fait, parce que j'ai fait mon service militaire à l'X. Ouais. Voilà. Alors, et justement, il y a écrit que vous venez du lycée Saint-Louis, qui est le seul lycée français public exclusivement consacré aux classes préparatoires des grandes écoles, et que vous êtes en option M, c'est-à-dire mathématiques. Exactement, oui. Et vous avez beaucoup travaillé pour aller à Polytechnique. Oui. Oui, je ne vais pas vous mentir, parce que je viens d'une famille, on va dire, modeste, et surtout, ni mon père ni ma mère ont fait des études. Je crois que ça s'est arrêté en 6e. Mais mon père, comme il n'avait pas fait d'études, il s'est battu pour que j'en fasse. Voilà. Donc il s'est sacrifié, il m'a poussé, et moi je ne pouvais pas le trahir, donc j'ai bossé comme un fou. Vous êtes né en Tunisie, je crois. Exactement, en Tunisie, ouais. Et votre mère est française, et votre père était électricien, je crois. Exactement, oui. Et vous avez grandi en Tunisie. Exactement, des souvenirs magnifiques, puisqu'en Tunisie, on grandissait dans la rue, enfant. Il n'y avait pas de danger, les enfants. Je me rappelle, j'avais 7 ans, 8 ans, je posais mon cartable, et après j'allais dans la rue jouer au foot avec les copains, et puis l'été on était à la plage, donc une enfance merveilleuse en Tunisie, oui. Et vous aviez une passion de la musique déjà, je crois que vous avez commencé à apprendre la guitare à 15 ans, Novatia. En fait, c'est ma maman qui m'a inculqué cette passion, parce que ma mère chantait tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai souvenir de ma mère, je suis petit, et elle chante, du Dalida principalement, elle chantait Dalida, et elle avait une très jolie voix, et donc sûrement j'étais imprégné de musique. Je me rappelle, j'écoutais la radio Grandes Ondes, on écoutait RTL, les routiers sont sympas, et puis un jour, on recevait Salut les copains, et un jour, j'ai participé à un concours, et j'ai gagné une guitare à un concours Salut les copains. Donc je l'ai reçu en Tunisie, j'avais 15 ans. Et donc j'ai appris la guitare comme tout ça. Seul. Tout seul, ouais. Mais vous aviez envie de faire de la musique ? Oui, j'ai toujours une passion pour la musique. La musique, c'est quelque chose je peux pleurer sur une musique. Voilà, c'est quelque chose de dingue. Alors, c'est vrai, sans s'habiter, il y en a qui pleurent sur un tableau, sur une sculpture. Je pleure aussi au cinéma et au théâtre, mais je pleure sur une musique. Moi, par exemple, le Requiem de Mozart, je l'écoutais des milliers de fois, il me fait toujours pleurer. Et d'autres chansons encore, et d'autres musiques encore. Et au départ, en Tunisie, lorsque vous êtes jeune, Novatia, votre passion, je crois, c'est le rock'n'roll déjà. Oui, j'adorais j'étais un fou de rock'n'roll. Alors, j'ai découvert les Beatles vers 15-16 ans. Ils étaient séparés, puisqu'ils sont plus âgés que moi, ils étaient plus séparés. Et j'ai découvert, et puis j'écoutais aussi Johnny Hallyday, qui à l'époque, son époque rock, sur RTL, les Hauteurs Zappa. Et puis, il y avait une radio, je crois, à l'époque, une seule radio. On parle des années 70. Il y avait 3 radios en France, mais surtout c'était Radio Luxembourg, voilà, Radio Luxembourg, et on les écoutait jusqu'en Tunisie. Il y voilà, avait les exactement, les grandes ondes, exactement. Et j'aimais le rock. Oui, j'aimais le rock. J'ai découvert le rock avec les Beatles, et après plus tard, j'ai découvert plein de groupes que je citerai. Et alors, vous avez monté un groupe au lycée déjà ? Alors, à l'X déjà, à Polytechnique. Et pas au lycée en Tunisie ? Et non, pas moi en Tunisie. Je l'ai monté pour ma prépa. Oui. Pas un groupe rock, et puis à Polytechnique, je me rappelle, on avait c'est génial parce qu'à l'X on a tout, c'était Byzance, c'est-à-dire on avait un local pour répéter, on avait la sono, donc j'ai monté un groupe de rock là-bas. Et je me rappelle, plein d'anecdotes, et je jouais donc à l'X, voilà. Et vous commenciez même à composer, à chanter. Alors j'ai composé parce que j'ai une très mauvaise mémoire.
très très mauvaise, aussi bien des visages que des musiques. C'est drôle. Et des textes. Hein. Je me souviens pas des textes que j'ai écrits il y a 3 ans, 4 ans, qui sont passés à la radio plein de fois. J'ai une très mauvaise mémoire. Donc la composition m'est venue ainsi. J'essayais de chanter des chansons et je me souvenais pas des mélodies. Donc ma mère me disait, mais c'est pas la bonne mélodie. Tu fais quoi là? C'est une autre chanson. Et c'est comme ça que c'est venu, quoi. Et vous avez commencé à composer des mélodies instinctivement, sans avoir pris de cours de la matière. Non, sans avoir pris de cours. Je disais, je pensais que chanter la chanson, hein, moi. Et puis, vous travaillez bien à l'école parce que vous êtes dès le départ fort en maths au lycée en Tunisie. Alors, je vais vous dire la vérité, j'étais un élève moyen. Oui, j'étais un élève moyen. J'ai pas excellé pendant les années lycée. Je me rappelle bien parce que j'étais en première terminale à lycée à Creil, hein, dans l'Oise, et je me rappelais toujours à la fin de la première le bulletin trimestriel de général qui me disait doit faire un énorme effort pour tenter de se mettre au niveau de la classe. Et pendant la terminale, les professeurs me disent, alors moi j'allais à certains cours, donc et à l'époque l'histoire, la géo était en option, Oui. et donc j'y allais pas. Et ils étaient sûrs que j'allais rater, ils étaient heureux, ils m'ont dit, tu vois, vous allez voir, vous allez vous planter, on va bien rire. Et en fait, je travaille toujours seul sur les livres. Donc j'arrivais à travailler tout seul. Et donc, et je suis meilleur dans les examens, les épreuves, aux dernières minutes que pendant l'année. Donc j'étais un élève moyen. Et finalement, vous avez eu le bac scientifique? J'ai eu le bac C, ouais, avec mention bien, pas grâce aux matières littéraires, mais grâce aux maths et à la physique. Et ça vous intéressait, ça, quand même? Ah, j'adore les maths, j'adore la physique, j'adore l'enseignement, puisque j'ai enseigné, on en parlera. J'adore ça, oui, j'adore les maths. Et pour moi, les mathématiques de haut niveau, c'est très proche de la musique. Bien sûr, c'est du rythme. Alors, vous avez fait les classes préparatoires aux grandes écoles, parce que c'était pas évident de se retrouver aux grandes écoles quand on était un élève moyen. Alors pour être franc, je ne savais pas que j'allais réussir le bac avec mention, donc je m'étais inscrit à médecine. Oui. Donc je voulais faire médecine. Et à la fin, le professeur, quand on a fait les dossiers, il m'a dit vous perdez rien de faire de faire une demande. Donc j'étais admis à Massup à Chaptal. Oui. Et Chaptal médecine, ma grand-mère a un accident. Renversé par un camion, je vais aller voir l'hôpital, je traverse les couloirs, pour la première fois de ma vie, je mets les pieds dans un hôpital, j'avais 18 ans, ouais, à peine 18 ans, et là je passe devant une chambre qui est ouverte, je vois quelqu'un intubé avec plein de tubes, et là je fais un malaise vagal. Ils ont mis un quart d'heure pour me ranimer. Et là je me suis dit, médecine c'est pas pour moi. Et résultat, vous avez fait Chaptal. Alors vous avez été maths sup, maths spé, on est demi, 3,5, 5. Oui, alors j'ai fait maths sup à Chaptal et maths spé à Saint-Louis. Et j'ai fait 5,5, oui. J'ai pas réussi la première année. En fait, je travaillais pas assez. Parce que je vous dis, j'étais pas un grand bosseur. C'était la dernière ligne droite. Voilà. Mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Attention, celui qui dit qu'il a réussi les grandes écoles sans avoir travaillé, c'est faux. C'est pas vrai. Il y avait une tradition à l'époque dans les grandes écoles, c'était le bizutage. Ah là, oui, je l'ai eu et j'ai bizuté à mon tour. Mais plus doux que certains usages dont on entend parler. C'était un moyen de faire connaissance avec les copains. Exactement, oui, j'ai eu droit. C'était un peu traumatisant, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, je crois qu'on était mis à la porte, on était en pyjama dehors. Parce que je me souviens plus. Je sais que c'était un petit peu pas traumatisant. Donc je l'exagère, mais on s'en souvient. Ouais. Moi, je me souviens aussi, j'ai fait des maths sup, maths spé. On avait fait des. Vous aussi, Jacques? Oui, mais on a mal tourné. Et vous aussi, vous écrivez comme moi. Voilà, exactement. Des pompes au micro-pompe, un shampoing dans les bassins du Trocadéro, donc des choses traditionnelles. Et vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre dans le monde de la chanson qui a été polytechnicien. Ah oui. Monsieur le Président, Vous écrivez. Boris Vian. Boris Vian est celui qui l'a aidé à faire ses études, c'est Jean Rostand, qui est son voisin à Ville-d'Avray. Ah ouais, c'est fou ça. Et Boris Vian a été polytechnicien avant de se lancer dans l'écriture et la chanson. Il y a eu d'autres grandes écoles, Centralien, Antoine. Oui, bien sûr. Et d'autres, oui. Alors ensuite, vous avez tenté un diplôme d'études approfondies, mais ça vous a pas intéressé. Ouais, parce que après l'X, il y avait 2 solutions. Soit donc alors si on faisait pas une école d'appli, on payait la pantoufle. Ça coûtait cher. Ouais. Comme je vous dis, je viens d'une famille très modeste qui n'a absolument pas les moyens. On payait 10 ans de travail. Ah ouais. Et sinon, il fallait faire des études. Et puis sinon, ou rentrer. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans une grande boîte. Parce que je dis, si jamais je mets la main, les pieds, je vais dire, dans une grande boîte, la musique, adieu.
Donc, je voulais faire autre chose pour avoir le temps de faire de la musique. Et donc, j'ai fait un DEA de gestion à Dauphine. Et là, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait en prépa. Donc, j'ai laissé tomber, j'ai payé la pantoufle. Voilà. Et la pantoufle, c'est un droit d'être libre. Exactement. Et vous êtes devenu interrogateur en mathématiques physiques? Oui, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Je répète, j'ai pas de sous. Hein. Donc, je suis collé en maths sup, maths spé, donc les étudiants. Et je donnais des petits cours à droite, gauche pour vivre. Ouais. Voilà. Et je travaillais des fois à Rungis le week-end, je vous rappelle. Hein. Avec une envie particulière à l'époque? La musique, ouais. Ça, vous pensiez à ça? Ouais. Avoir fait Polytechnique pour faire de la musique, c'est quand même paradoxal. Alors, c'est l'histoire de passe ton diplôme, mon fils, après on verra. Voilà. Et en même temps, Polytechnique vous a donné une rigueur de travail qui vous sert aujourd'hui. Ah, énormément. À l'X, vous savez, on n'apprend pas à l'X, on apprend dans les prépas. C'est les prépas, on apprend à apprendre. Et à l'X aussi, on apprend à apprendre et on apprend à avoir des méthodes de travail et aussi le goût de l'effort, le goût du sacrifice. Parce que quand on fait des hautes études, on sacrifie. Hein, parce que moi, mes potes, ils allaient en boîte de nuit le samedi, le dimanche. Moi, je restais à la maison à bosser tous les week-ends et les vacances scolaires. Donc, il faut avoir le sens du sacrifice. Oui. Et ce sacrifice vous a permis de réussir, de faire ce que vous aimiez. On va en parler à travers une autre date, le 27 mars 2003. A tout de suite sur Sud Radio avec Dove. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dovatia. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau spectacle autour de Molière, un opéra urbain qui va débuter en novembre à Paris. Mais là, on a parlé de vos débuts à Polytechnique, de votre passion pour la musique, et vous l'avez concrétisé le 27 mars 2003 avec cette émission. La recherche de la nouvelle star, dont vous êtes membre du jury entre 2003 et 2007. Comment c'est venu, ça? Alors, c'est le hasard, hein, parce que je voulais absolument pas être devant la caméra. Je suis pas à l'aise devant une caméra, même aujourd'hui. Hein. Je suis plus à l'aise à la radio qu'à devant une caméra. Et je suis même mauvais. Et en fait, c'était le hasard complet. C'est que je produisais ma deuxième comédie musicale, Au temps d'emporte le vent. Et je coproduisais avec M6. Et puis... à l'époque, Régis Ravanas, qui est maintenant patron de RTL, il me disait, mais il m'avait vu faire des castings, où j'avais une manière un peu particulière de faire des castings. Il me dit, on fait une petite émission, ce serait bien que tu sois jury. Et je lui dis, ah non, moi, surtout pas. Il me dit, ah bah ça nous rendrait service, s'il te plaît. Bon. Et puis, ça permettra de le spectacle mettre en avant, etc. Mais ça devait être une toute petite émission au départ. Hein. Toute petite émission. Personne s'y attendait au succès de la nouvelle star. Et finalement, j'ai cédé. Et ça a été une première année. Et puis la deuxième année où Marianne et André et Manu nous ont rejoints. Non, André y était. Oui, André y était avec Varda Kakon et Lionel Florent, le grand Lionel Florent, c'est exact. Et après la deuxième année, Marianne et Manu. Et après, ça a été la folie. On a été complètement dépassés. Et ça a changé votre vie? Alors, je dirais que non, ça n'a pas changé ma vie parce que je suis quelqu'un quand même assez normal et simple. Ouais. Mais disons que ça m'a première fois amené la notoriété. Et je suis senti très mal à l'aise avec cette notoriété. Ah bon? Quand je raconte aux gens, ils ne me croient pas. Oui, je sortais pas pendant les émissions prime, je restais chez moi parce que je ne supportais pas le regard quand j'étais dans un restaurant, j'ai un endroit qu'on me regarde. J'ai du mal avec le regard des autres. J'ai du mal avec les compliments, j'ai du mal avec ça. Et donc, j'ai pas bien vécu, mais ça a été une aventure exceptionnelle. Ce que j'ai mal vécu, c'est la notoriété. Mais par contre, l'aventure est exceptionnelle. Oui, surtout que vous avez ouvert la voie à des jeunes, c'est une responsabilité. Complètement, et surtout qu'on était très différents parce que on a pris une option de se dire on va pas être formaté, c'est-à-dire que seul le talent compte, on s'en fout beau, pas beau, les préférences sexuelles on s'en fout, les origines on s'en fout, ce qui compte c'est le talent. Et avec des chansons qui n'étaient pas celles qu'on avait l'habitude d'écouter dans les primes de télévision, parce qu'on passait de la CDC à U2, à Jonas. Voilà. Et donc, ça a été une émission un peu différente et on cherchait le mouton à 5 pattes, hein, celui qui était différent. Voilà. Et je crois que vous avez un seul regret, c'est Amel Bent. Ah oui, alors Amel Bent, c'est vrai que d'abord, il faut savoir une chose, tout le monde se trompe. Oui. Alors là, celui qui a la vérité absolue en musique, il est très fort. Oui. Et dans les arts en général. Hein. Celui qui sait si ça va marcher ou pas marcher. On connaît plein d'histoires de stars à qui on a dit, toi, ça marchera jamais. Oui. Alors, Amel Bent, quand elle a chanté devant moi, j'étais en conflit avec mes amis. Parce qu'il m'avait refusé un candidat que j'adorais.
Donc, quand je les ai vus s'extasier sur Amel Bent, j'ai sorti le boulet, les gros canons, en disant ouais, t'as une voix de karaoké. Et ça les a fait chier, c'est le but, c'est de les embêter. Et puis, j'avais complètement oublié. Et puis, un jour au théâtre, quelques semaines plus tard, on écoute, et là, j'entends cette fille, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette voix? Elle est magnifique, c'est qui? Et les trois, ils disent en rigolant, mais c'est celle que t'as dit qu'il y avait une voix de karaoké. Alors, j'étais la voir, en m'excusant, et pour moi, c'est une des plus belles voix qu'on ait en France. Alors ça, c'était la nouvelle star, mais quand on voit votre parcours auparavant, Davathia, c'est assez étonnant parce que ce qu'on sait peu, c'est que vous avez fondé un Prépatience, c'est un organisme de perfectionnement et de méthodologie pour préparer les concours d'entrée aux grandes écoles. Ça, c'est totalement inconnu dans votre biographie. Ouais, quand après l'X, donc je voulais plus rentrer dans une boîte. J'ai arrêté les études à Dauphine et j'ai dit. Et moi, j'ai toujours aimé l'enseignement parce que j'ai commencé à donner des petits cours, à donner des collets à Châtage. Et donc, j'étais prof secondaire à Fides. Et j'avais les 6e, 5e, 4e. J'avais en maths, en physique, en informatique, j'avais tout. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui manquait aux élèves, c'est la méthodologie. La méthode de travail. Et je pense avoir été un des premiers à l'époque à parler de méthode de travail. Et j'ai même écrit tout un fascicule sur la méthodologie. Et quelques années après, au sein de Fidesz, j'ai créé un cours de perfectionnement pour les élèves ou pour leur apprendre à travailler, apprendre à apprendre. Et ça a très très bien marché. Et voilà, je me suis retrouvé à 26 ans avec 60 profs qui travaillaient pour moi. Voilà. Et c'était l'IPECOM, je crois, c'est devenu ensuite l'IPECOM. Non, oui, après c'est devenu l'IPECOM parce que j'avais créé des prépas HEC, donc ça a été repris par Mme Redman qui travaille avec moi. Parce qu'à un moment, j'ai arrêté jusqu'au jour où j'ai rencontré Albert, celui qui a aussi changé ma vie. Et donc, j'ai passé, on va dire, 10-15 années dans l'enseignement, c'était fabuleux. Et au sein de Préparation, je faisais tout. On allait en Angleterre faire des maths, on allait au ski faire des maths, apprendre à travailler, et voilà, j'ai enseigné tout. Voilà. Et un jour, vous avez décidé d'entrer à TF1, d'abord pour les droits internationaux, ce qui était nouveau à l'époque, Davathia. Alors, voilà, pour raconter un peu dans l'ordre, après j'ai rencontré Albert, on n'est pas encore comédie musicale, on avait fait des vidéos, et lui faisait des vidéos de foot. C'était celui qui avait inventé le concept des vidéos de foot. Il a fait les plus beaux buts de Papin. Il avait fait. Et moi, j'étais un fou de foot, mais fou. Et donc, j'ai dit, écoute, travaillons ensemble, faisons des choses. Donc, j'ai pris mon bureau qui servait à rien. On a fait des cassettes de foot. Et c'était génial jusqu'au moment où les chaînes thématiques sont arrivées et les vidéos se vendaient plus. Voilà. Et là, je dis, merde, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je fais? Vous avez fait aussi autre chose avec la vidéo. C'est celui-ci. La maison n'est pas particulièrement belle, mais elle est confortable. Car vous êtes le dernier Davathia à avoir fait travailler Léon Zitrone. J'ai eu l'honneur de travailler avec Léon Zitrone et faire deux vidéos, une sur le Charles et Diana, une sur le pape Jean-Paul II. Et j'ai travaillé avec ce grand monsieur et j'ai des souvenirs mais énormes parce que on travaille tous les jours. Je me rappellerai toujours de ce monsieur quand j'allais le chercher chez lui, sa femme qui me disait Dov, je compte sur vous, pas de gras. Il a une hypertension, pas de gras. Et on arrivait au restaurant à côté là, pas loin d'ici, et il commandait un peu de cochon s'il vous plaît. J'ai dit mais Léon, on pouvait pas. Oh, on va bien mourir Dov, allez-y, allez, un peu de cochon. Et c'était un monsieur d'une intelligence et d'un charisme extraordinaire. Oui, et voilà. Il est mort juste après. Ouais. Voilà. Et il avait fait, sa femme avait fait mettre un cadenas sur le réfrigérateur pour qu'à 3h du matin, il n'arrive pas à ouvrir le réfrigérateur et se servir. Ah, c'est terrible, j'avais mauvaise conscience, mais ça, je suis pas surpris parce que je lui dis prendre un pied de cochon avec de la tension à 18-20, faut être fou. Mais il était fou. En même temps, vous l'aviez rencontré, il avait accepté ce genre de choses tout de suite parce qu'il était le roi des mariages royaux. Et oui, c'est ce qui l'a passionné. Je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, c'est très simple. On voudrait faire un truc sur Chanel. À l'époque, personne n'en faisait. Il faut savoir qu'on innovait. Il n'y avait rien sur Charles et Diana. Et on prend plein d'images d'archives, on fait un film et vous l'écrivez et vous le commentez. Ah, ça me plaît, m'a dit. Allez, on y va. Non mais moi je me souviens d'un jour où à la sortie de Radio Luxe, de RTL, une dame s'approche de lui, je voudrais un autographe, il dit madame, il est 9h30, j'ai fini mon émission, je vous interdis de me reconnaître. J'adore. Et alors ensuite, donc après ça, TF1, audiovisuel. Alors voilà, donc les chaînes thématiques arrivent, la vidéo marche plus. Donc j'ai dit qu'est-ce que je fais, je suis dans la merde. Et un jour je tombe par hasard sur une petite annonce qui disait cherche un ingénieur grande école avec une expérience dans les médias avec un profil original. Ah, je me suis dit, c'est peut-être moi. Oui. Bon, j'ai eu très peu d'expérience dans les grands groupes, et j'étais voir le chasseur de tête, et elle a regardé, elle m'a dit, écoutez, je vais vous prendre comme outsider, mais il y a très peu de chance, et donc ils ont vu les candidats qui étaient dans le sérail,
Et elle m'a rappelé que plusieurs mois plus tard, sans me dire que c'était TF1, je ne sais pas, pour me dire le recruteur aimerait vous rencontrer. Et j'y ai été, et voilà, et puis ça s'est bien passé. Je suis devenu d'abord directeur commercial chez TF1 International, puis directeur général. Ouais. Voilà. Et à l'époque, les séries françaises, c'était pas le Bureau des légendes, c'était pas HPI, ça se vendait pas. Alors ça se vendait pas, on essayait, alors il y avait une initiative qu'avait fait à l'époque Guillaume de Vergès et Patrick Lelay, c'est qu'ils avaient investi dans le cinéma international. Et le premier film, c'était Casino. Oui. Et donc, le principe d'avoir les ventes de Casino en Europe, c'est de packager. J'ai appris ça. Donc, on met dans le package d'autres trucs français pour les vendre. Et c'est comme ça qu'a explosé, je veux dire, la partie cinéma de TF1 International. Et puis, on fondait des petites séries Navarro à l'époque. On vendait des petits trucs, mais bon, pas comme aujourd'hui. Non. Et je crois que vous avez été aussi un pionnier des réseaux sociaux en un temps où ça n'existait pas, en présidant une filiale européenne de Techlec. Ah, alors c'est pas exactement ça. C'est après TF1. Bon, alors je vais pas tout raconter. C'est pas très bien passé à TF1. Ouais, ça peut arriver. Parce que je n'étais pas fait pour ça. Alors, on va dire que je n'étais pas fait pour les grands groupes. Ouais. Donc voilà. Disons dans les groupes, il y a deux choses. Il faut avoir des résultats, mais il y a aussi la politique. La politique, je ne sais pas faire. Vous avez raison. Voilà, je sais pas d'autres choses. Donc, le hasard voulu par un ami, on m'a embauché comme PDG d'une grande boîte de high-tech qui s'appelait Techelec. Et là, c'était ma passion, parce que je rappelle que la musique est ma passion, mais j'ai aussi la science. Oui. Je lis aujourd'hui tous les jours des livres de vulgarisation scientifique, j'adore ça. Et donc, c'était à la plus belle époque, 98, 99, 2000, c'est la naissance de la high-tech, des télécoms, l'explosion. On a vu arriver tout ce qui allait à venir, parce que nous, on vendait des microprocesseurs, on faisait de l'engineering, et on voyait ce qui se construisait. Et c'était génial, jusqu'au jour, la boîte n'était pas internationale, et donc il fallait la vendre aux Américains, parce que si vous n'êtes pas international, tous les gros, comme Intel, Texas, vous lâchez. Voilà. Soit vous êtes dans le monde, il n'y a plus de local. Et voilà, on a été obligés. Et puis là, la chance m'a fait rencontrer. Voilà. On va en parler. On va en parler à travers une autre date, le 4 octobre 2000. À tout de suite sur Sud Radio avec Dovatia. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dovatia. On commence à vous connaître entre Polytechnique, la Nouvelle Star et TF1. Mais surtout, une date importante dans votre vie, c'est le 4 octobre 2000. Ce jour-là, pour la première fois sur scène, on entend cette chanson. L'envie d'aimer Daniel Lévy. Et moi, je viens de faire la première où, au final, le public s'est levé et a repris en chœur cette chanson. Je ne sais pas si vous en souvenez, Dovatia. Ouais. Ah, quel souvenir. Vous savez, des choses qui marquent votre vie, comme la naissance d'un enfant. Et voilà, les 10 commandements, ça a été quelque chose qui a marqué ma vie, cette chanson, qui a toute une histoire. Daniel, que je salue s'il m'entend de là-haut. Quel souvenir, c'est extraordinaire, quoi. Comment c'est né cette histoire? Parce que je crois Albert Cohen m'a dit que lui avait pensé à Daniel Lévy parce qu'il le connaissait de Lyon. Et comment est né le projet de je vais vous dire comment est né. Donc j'ai rencontré Albert en 87. Albert Cohen pour faire. On a fait des cassettes ensemble et puis je l'ai quitté pour aller à TF1 et puis à Techelec parce qu'il n'y avait pas d'issue dans la vidéo. Et entre temps, j'avais croisé à TF1 Elie Chouraki. Un jour, il me dit je cherche quelqu'un pour s'occuper de ma boîte. J'ai écoute, le meilleur c'est Albert. Appelle. Et donc Elie travaille chez Albert. Et Albert, pendant les années, on travaillait pas ensemble, on se voyait régulièrement. Et il avait plein d'idées. Et un jour, il me dit, je me rappelle, on était au Flore, il me dit le matin, il y avait d'autres dames qui venaient d'exploser, il me dit, j'ai une idée, si on faisait les 10 commandements au Palais des Sports. Et là, d'un seul coup, j'ai eu un flash, j'ai vu Moïse, là, avec les tables de la loi au Palais des Sports, j'ai dit, c'est génial, Albert. Je lui disais pas la même chose pour plein d'autres idées. Non, Albert, c'est pas bon, mais là, c'était génial. Et là, il a mis quelques mois à convaincre Elie Chouraki à y aller. Et une fois que le projet a été lancé, il fallait donc... alors, je dis pas tout ce qui est passé, ça a été long. Et Daniel Lévy, Albert me l'avait présenté en 85. J'avais fait de la musique avec lui, j'avais fait des maquettes. On le connaissait. Et donc, Albert a l'idée en disant, il faut que je contacte Daniel, c'est lui, Moïse. Je suis sûr, c'est lui. Je dis, mais il est où? Il me dit, le problème, c'est qu'il a arrêté la chanson, il est en Guadeloupe, il vend des rideaux, des stores, des rouleaux.
Il vend des stores en Guadeloupe, il fait du porte-à-porte. Ah bon, ah merde. Je crois qu'il va vouloir faire de la chanson. Il appelle Albert. Albert appelle Daniel. Ah non, non, arrête avec ces histoires, j'ai assez galéré. Alors, non, mais Albert, Daniel, c'est sérieux, lui dit Albert. Et voilà le début d'une très magnifique histoire. Mais c'était un risque énorme de monter les médicaments. Il y a Notre-Dame de Paris avait marché. D'ailleurs, je crois que en sortant de Notre-Dame de Paris, Albert Cohen m'a dit un jour qu'il a eu le déclic en se disant il faut faire la même chose. Mais c'était un risque énorme financier. Ah non, mais Jacques, il faut savoir une chose, qu'on n'avait pas un sou et on ne savait pas que ça coûtait aussi cher. Et je me rappellerai toute ma vie, pendant les répétitions au mois d'août, Najib, qui était notre directeur financier, Najib Kerbouche, qui vient nous voir en disant, les amis, il faut que vous signiez ça, sinon on arrête tout. Si c'est quoi, il m'a dit, il faut hypothéquer vos cautions pour que les banques continuent à nous faire des découvertes, sinon ils les refusent. On était 3 associés, il dit, allez, je dis, moi j'ai rien, donc ouais, si tu veux, j'hypothèque. Mais j'ai rien, allons-y. Bon, pour les autres, c'est un peu différent, donc, et on savait pas que ça coûtait aussi cher. Mais on était des inconscients, des fous. Ça aurait pu très bien être l'échec de votre vie. Ah, mais et être aujourd'hui encore en train de rembourser. Ah oui, bien sûr. On ne le savait pas. Et si on avait su, peut-être qu'on n'aurait pas été. Vous savez, c'est des enfants, la dose d'inconscience, qui veulent faire des projets un peu fous. Alors, il y a eu aussi la création du livret, des musiques, et ça, bon, Pascal Obispo s'en est occupé, mais vous avez aussi participé à ça de matière activement. Alors, je vais être franc. Sur les musiques, j'étais spectateur, j'ai appris. Parce que d'abord, j'avais aucune crédibilité. Pascal ne savait pas que j'aimais autant la musique, donc j'étais tout le temps avec lui, je voyais travailler. J'ai beaucoup appris, Pascal m'a beaucoup appris la recherche des tessitures pour avoir le maximum d'émotions, comment il faisait les découpages, comment il faisait la prod, la réal. Je crois que j'ai pas quitté le studio Omega pendant 6 mois, j'ai appris. Voilà, ça a été ma grande école. Et les musiques étaient formidables et on découvrait tous les jours des trucs. C'était magique. Donc je veux dire, ça a été mon école entre l'amateurisme et le côté professionnel. Et le livret? Alors le livret, ce n'est pas moi et c'est personne, le livret. En fait, c'était, il n'y a pas eu de livret. C'est Alain Mamoumani qui avait écrit des brides, enfin la structure, et après Lionel Florence et Guy Raoult qui ont structuré ça avec des textes de chansons. Et puis, sans le vouloir, vous avez construit une équipe mythique, puisque je crois que Bruno Berberès était là dans les couloirs, il fallait quelqu'un pour le casting. Oh, alors oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. En fait, il faut savoir une chose, c'était le hasard. Il y a eu beaucoup. Moi, je crois beaucoup au hasard et aux choses de la vie qui vous prend la main. Des fois, ça va pas. Des fois, on est en bas, on est dans le trou, au fond du trou, comme on dit. Puis des fois, la vie vous prend par la main. Et je vous assure, c'est que ça. Le fond, je l'ai touché plein de fois. Et puis, vous remontez parce que c'est des opportunités. Et quand on a voulu faire les 10 commandements, on savait pas quoi faire, pas du tout. Et un jour, au café, je rencontre un élève à moi de finesse, un élève de 4e qui s'appelait Guillaume Lagorce. Et qui est aujourd'hui le meilleur agent international qui vend tous nos spectacles. Et Guillaume Lagorce, quand il était en 4e, son papa Lagorce, grand athlète, rédacteur en chef du Figaro. Exactement. Et ben voilà. Et ben quand j'avais fait des cours la méthodologie, il a été tellement séduit par les progrès qu'a fait son fils qu'il m'a fait un article dans le Figaro. Et ce qui a fait exploser ma boîte. Et donc je le rencontre, je fais mais Guillaume, quel bonheur, voilà, quel bonheur. Qu'est-ce que tu fais? Moi je dis moi on va faire une comédie musicale avec Chouraqui, Obispo. Il dit ah bon, c'est pas vrai. Je dis pourquoi? Je dis parce que moi je travaille avec Robert Hossein, je fais La Vie en bleu, j'étais allé aux États-Unis en train de faire La Vie en bleu, je fais ah bon, tu t'y connais un peu? Je lui demande à Guillaume, il dit oui, je dis tu connais des gens qui savent bosser? Oui, il y a toute l'équipe, il y a François Chouquet, il y a Brachet, et c'est lui qui a apporté toute l'équipe qui a fait de ce spectacle un spectacle de grande qualité, parce qu'il n'y aurait pas eu ces gens-là, on savait pas quoi faire. François Chouquet a travaillé sur le livret, la mise en scène, Alain Brachet a été directeur de production. Et d'autres que je cite pas, il y a eu toute l'équipe. Et alors Bruno Berberès, c'est venu après, c'est la 2e année, alors c'est ça, je m'en souviendrai toujours, c'est parce que on voit qu'effectivement on a du succès, donc il nous faut une équipe de doublure solide. Et on n'avait pas de doublure solide, donc il fallait faire un casting. Et comme le casteur n'était pas là, donc Eddie m'a dit occupe-toi-en. Je dis je sais pas, à l'époque il n'y avait pas de directeur de casting, c'était un prof de chant qui a fait. Et Bruno qui était manager de Anne Varin, Paul Fréquent, j'ai dit Bruno, tu veux pas chercher, essayer de casser, trouver des gens? Il me dit mais comment on fait? J'ai dit allez, tu as la connexion avec les artistes, les artistes adorent, c'est très simple, tu mets des annonces. Et c'est comme ça qu'il avait commencé, sur les doublures. Et qu'aujourd'hui, il fait le casting de toutes les émissions de télévision. Ah oui. Et il y avait Kamel Ouali aussi. Et Kamel aussi, j'ai une anecdote à raconter, c'était drôle, parce que Elie m'a chargé de m'occuper du chorégraphe. Et c'était Ariel Dombal qui lui avait parlé de ce petit Kamel qui avait fait un clip. Il m'a dit, va le rencontrer, voici c'est bien. Je le rencontre, il me donne une cassette pour que je vois.
Et pour être franc, j'oublie et je perds la cassette. Oui. Mais j'avais adoré Kamel. J'ai eu un truc humain pour lui très fort. Et donc, quelques mois après, on est en studio à Méga en train d'enregistrer. Et Pascal demande à Elie, alors Elie, t'en es où au niveau du chorégraphe? Elie se tourne vers moi et dit, le chorégraphe. Ah, je l'ai rencontré, c'est génial ce qu'il fait. Il faut y aller. Il faut y aller. Et en fait, on a choisi Kamel sans avoir rien vu. Et ça a marché. Et ça a été plus que marché. Ce qu'il a fait était génial. Alors, le soir de la première, quand vous avez vu le monde rentrer et le succès, c'est extraordinaire. C'est fou. C'était simple. C'est tous les soirs. Je me disais, mais d'où ils viennent ces gens-là? Demain, on va pas revoir personne demain. Et tous les soirs, c'était complet. On comprenait pas. On comprenait pas. C'est un truc magique. Vous savez, le succès, c'est magique. Mais vous avez aussi inventé une formule Novatia, c'est-à-dire que le disque est sorti avant le spectacle. Et ça, c'était novateur. Alors, c'est pas nous. Je vais être franc, c'est pas nous, parce que ça avait commencé avec Starmania. Oui. Parce que, si je me souviens bien, Starmania, ça n'avait pas marché au début. Ah, mais ça a été un échec en 79. Un échec. Oui. Mais la chanson commençait à passer. Oui. Et c'est le succès de la chanson qui a fait que, comme Notre-Dame est revenue, ils ont fait pareil avec Belle. Et après, donc, nous, on a perfectionné ce système. Voilà ce que nous avons fait. Mais c'est pas nous les inventeurs. Ça a été un peu le hasard qui a inventé ce système. Il a dit comment non, on était jusqu'à New York, ça a été incroyable. Ah oui, ça a été partout, en Asie, l'Italie, c'était un spectacle, c'est toujours un spectacle magnifique. S'il y avait quelque chose de magique dans les 10 commandements, qui est inexplicable, hein, c'est pas le meilleur livret, c'est pas le meilleur au niveau récit, au niveau dramatique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il y avait quelque chose de magique qui ne s'explique pas. Voilà, c'est la combinaison entre la musique, les chansons, entre les chorégraphies, entre une mise en scène, entre un casting, on sait pas, voilà. Et ça a continué avec un autre spectacle. Le vent qui t'emporte te ramènera. Autant d'emporte le vent avec Vincent Niclot qui débutait à l'époque. Eh oui, personne ne connaissait. Personne ne connaissait. Quel monsieur généreux, quel monsieur talentueux, quel monsieur sympathique. Et je le salue s'il m'écoute. Et travaille à Londres et New York aujourd'hui. Ah oui, non mais Vincent, c'est quelqu'un de merveilleux. Humainement, c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Et là, je crois que c'est Gérard Presburbic qui vous avait apporté l'idée. C'est ça, c'est Gérard qui avait signé les droits avec les États-Unis, qui a été voir M6, donc Régis Ravanas, et Régis m'a appelé en disant est-ce que tu voulais m'aider à produire, Albert et toi, ce spectacle. Parce qu'il y avait eu les 10 commandements, et ça a marché. Il faut savoir que, autant n'importe où, il y a eu une suite Scarlett qui a été éditée parce que les ayants droit étaient en train de perdre tous les droits sur le livre. Ils ont dit, on va faire une suite pour gagner un peu d'argent. Alors, il y a eu ensuite une troisième aventure qui est restée dans les mémoires, pas seulement par le succès, mais aussi par la découverte des artistes. Être à la hauteur, sans jamais en descendre, il ne passe. Alors, Emmanuel Moir, qui avait été recalé d'ailleurs dans Vente le vent et dans Belle Belle Belle, je crois. Alors ça, je sais pas, il ne l'a pas dit, Bruno, il m'a caché. Je crois que tu as raison, Jacques, mais il me l'avait caché. Et là aussi, Emmanuel Moir, Le Roi Soleil, ça a été... Alors là, vous avez vraiment appris votre métier. Alors c'est le premier spectacle, je dirais, où je me suis impliqué artistiquement, vraiment, puisque j'ai écrit le livret, j'ai coécrit les musiques. Pas encore les textes, parce qu'il y avait les dialogues, on avait fait les dialogues, pas encore les textes de chansons, donc je m'étais vraiment impliqué, et puis voilà, c'était une idée avec Kamel qu'on a élaborée, c'était mon premier... c'est la première fois que j'étais plus créateur que producteur. Et en plus, le roi Soleil, pour les jeunes, on se disait, mais Louis XIV, ça m'intéressait qui? Ah mais, si vous savez, Jacques, combien de personnes me l'ont dit, je vais pas citer les noms, de gens très très grands dans ce métier, en me disant, ça va être un échec, Louis XIV, c'est poussiéreux. Voilà le mot exact, je ne dirais pas qui, c'est poussiéreux, ça ne marchera jamais. On me l'a dit, mais 100 fois. Et c'était une personne, Jean-Charles Maté, à Énergie, qui a dit, moi j'y crois, on y va. Et c'est parti comme ça. Il faut savoir que Robert Hossein a eu le même problème quand il a créé Les Misérables au Palais des Sports. Personne n'y croyait. Et tout le monde avait oublié Les Misérables, à tel point que le soir de la première, il y a un vieux monsieur qui rentre sur scène, et dans la salle, j'ai vu quelqu'un qui dit « Regarde, c'est l'auteur ». C'est extraordinaire. Ah, c'est fou. Et il y a quelqu'un d'autre que vous avez découvert aussi dans ce spectacle. Bras dessus et bras dessous, l'un sur l'autre dans la bourse. Christophe Maé, c'est fou le nombre de gens qui sont aujourd'hui des stars et que vous avez découvert dans Novatia. Ah, c'est fou. Alors Christophe, c'était par Olivier Schultes, et c'était dans un bar à Bonifacio. Il chantait, et ce garçon qui chantait devant des gens qui n'étaient pas venus pour écouter de la musique, mais pour draguer. Et comment il les apostrophaient, comment il est chopé comme un dompteur il avait un don scénique. Et là, et puis cette voix,
J'ai mis du temps à le convaincre, ça n'a pas été évident. bon hein. Ah oui, il m'a dit avec son accent, moi dans le comédie musicale, t'es fou, Dove. Mais et puis il avait son accent très très. Alors on s'est dit avec Kamel, mais t'es sûr Kamel me dit Monsieur le frère du roi avec cet accent. Il dit ouais, ça va être original parce qu'il a jamais perdu cet accent du sud, magnifique. Et Christophe, voilà, ça a été avec Emmanuel Moir et d'autres, hein, Merwan Rim et Victoria, tout plein de gens. Ça a été des révélations. C'était un spectacle aussi comédiquement magique, plein tous les soirs. Et comment on fait pour repérer les gens, avoir le feeling de savoir que c'est la personne? Alors c'est très simple. Il y a qu'un moyen. Et encore, on se trompe. La preuve à Melbeth la première fois. Il y a qu'un moyen, c'est d'être sincère, ne pas dire ce que ça c'est que soit le choix d'un spectacle, un thème de spectacle ou un casting. Faut jamais dire ça va marcher. J'y vais. Non. Est-ce que toi tu aimes ou pas? Est-ce que ça te touche ou pas? C'est la seule règle que je m'implique. Et vous avez raison, et vous avez continué, et on va évoquer une date future mais importante, le 11 novembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Dovatia. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dovatia, on a parlé de vos débuts à Polytechnique, de la Nouvelle Star, des 10 commandements, de tout ce qui a suivi, et on prend les mêmes et on recommence, puisque vous avez décidé de revenir avec un nouveau spectacle, encore une fois étonnant, parce que Mozart, l'opéra rock, qui a été aussi un succès, qui est allé en Chine, enfin c'est une histoire de fou, et vous allez récidiver le 11 novembre 2023 avec Molière, l'opéra urbain. Encore une nouveauté totalement inattendue. Alors c'est vrai, c'est que j'ai pas eu l'idée, enfin s'il n'y avait pas eu cette nouveauté, une manière nouvelle de faire du spectacle musical. Parce que le problème c'est qu'avant, tous les spectacles musicaux, c'était une alternance entre des très belles chansons à mélodie et des dialogues avec une musique. Et les dialogues, ça faisait retomber le rythme, surtout que les chanteurs, c'était pas toujours bons comédiens. Et j'ai découvert aux États-Unis une nouvelle forme que je mets à la mode française, où le spectacle, c'est comme un opéra. Ce ne sont que des chansons. Des chansons à grande mélodie, comme Regardez-moi, Habitude, vous allez écouter. Et puis, les dialogues remplacés par des chansons où, au sein de la même chanson, on slame, on chante, on parle, comme dans un opéra. Et ça s'arrête jamais, ça va à un rythme magnifique. Alors, c'est vrai qu'on dit Molière, l'opéra urbain, on pense à urbain, ça n'a rien d'urbain au sens d'urbain, de la musique urbaine qu'on écoute à la radio. C'est urbain dans la mesure où c'est slamé, c'est chanté, et il y a beaucoup de slam, beaucoup de dialogues dans les parties récitatives. Après, vous avez aussi toutes les chansons qui arrivent comme d'habitude dans mes spectacles. Et cette manière de faire, cette nouvelle forme, ça donne un rythme, c'est très moderne, et ça retombe jamais. Et comment est venue l'idée? C'est les États-Unis ou alors quelque chose de... Alors Molière, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai même retrouvé un mail à Guillaume Lagorce qu'on avait échangé en 2008 ou 2009 en disant alors Dove, tu y vas sur Molière? Et parce que Molière, ma passion pour Molière est venue bien sûr de ses œuvres, parce que c'est un génie comique, mais c'est surtout quand j'ai découvert sa vie. Peu de gens connaissent la vie extraordinaire de Molière. Il a une vie époustouflante, c'est la première star de l'histoire. Et j'avais envie de raconter sa vie, son histoire, qui est exceptionnelle, avec Louis XIV, avec Monsieur, avec Corneille, avec tous les grands de ce monde. Une époque littéraire, le grand siècle, c'était incroyable. Ses amis, c'était Racine, c'était Boileau, c'était... Il y avait tout, je dirais, le gratin littéraire. C'est le Flore de l'époque. Voilà. Et cette vie extraordinaire, j'avais envie de la mettre en musique. Et c'est vrai qu'il y a dedans quelques extraits de pièces de Molière. Et quand vous les faites sur un rythme un peu slam, c'est magnifique. Parce que quand c'est en alexandrin, avec des rimes, c'est génial. Mais en même temps, Molière, c'est aussi un roi du marketing à l'époque, puisqu'il y a des rumeurs qui courent sur lui qui sont totalement fausses. Par exemple, il n'est pas mort en scène, il est mort dans sa loge. Il n'a jamais dit qu'il était mort sur scène. Non, mais on a raconté. Mais il ne pouvait pas le dire. Le verre porte malheur au théâtre, soi-disant parce qu'il portait un costume vert. C'est faux. Et la chaise qu'on voit à la Comédie Française, le fauteuil, c'est pas du tout un fauteuil de Molière. En fait, Molière, on dit qu'il est mort sur scène parce que c'est la suite. C'est le fait qu'il s'est effondré à la 4e représentation sur le Jureau du Malade imaginaire, et il est mort 2-3 jours après. Voilà. Donc l'image, il est mort sur scène. Alors, de là à transformer Molière en un spectacle urbain avec du slam et du rap, c'était pas évident. Alors, c'est pas urbain, il n'y a pas de slam rap parce qu'il y a des grandes chansons, mais dans les parties dialoguées où on raconte l'histoire, plutôt que ça soit des dialogues avec ça s'arrête. Alors, monsieur, t'as été là-bas? Oui. Alors, non, quand vous avez un rythme, si j'avais été là-bas, et l'autre qui répond en chantant, mais... Alors, c'est dommage, j'ai pas des extraits parce que c'est neuf. Il y a un exemple, je le dis, et je m'en cache pas, c'est Hamilton aux États-Unis. Hamilton, c'est une nouvelle forme de spectacle musical. Pour moi, c'est l'avenir, et c'est le plus grand succès actuel de toutes les comédies musicales. C'est une comédie musicale sur l'histoire des États-Unis, et qui a un succès monstrueux.
Et c'est génial. Et c'est ce que j'essaie de faire, pas en copiant Hamilton, en m'inspirant d'Hamilton, parce que Hamilton, ça marchera pas en France, mais en le faisant à la française, avec tous les codes et ce qui fait aussi mes spectacles. Donc c'est un mélange, et c'est qu'on dit urbain, c'est un mot qui est un peu traître. En fait, ça ressemble à mes anciens spectacles, mais au lieu que ça soit plombé par des dialogues en plein milieu, ça se fait comme dans un opéra, c'est d'une suite de chansons. Voilà. Et en avant-première, et on a la chance de l'écouter, on va entendre Regardez-moi, qui est un extrait, premier extrait de ce spectacle. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence à le regard qui tue, la larme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Je suis votre mauvais côté, tout ce que vous n'osez pas. J'ai perdu ma bonté, mais je suis pas né comme ça. Tout ce que je fais c'est moche, mais le monde est plus laid que moi. Faut que je vide mes poches pour racheter mes faux pas. Pareil, j'en fous pas la peine. Moi, la peine. Alors ça, c'est assez étonnant parce que l'interprète de cette chanson, on s'y attend pas, c'est le vainqueur de la saison 9 de The Voice, Abby Bernadotte. Exactement, je savais pas qu'il avait fait The Voice quand je l'ai vu. En fait, c'est très drôle parce que Abby m'a été présenté. Et j'ai dit, Abby, voyons si t'es un bon comédien, parce que c'est Molière. Donc si t'es pas un bon comédien, tu passes ton tour. Et je l'ai testé avant même d'entendre chanter sur une scène de comédie très drôle, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Molière le Père Hubert, ça sera d'abord un spectacle très drôle. On fait pas la vie de Molière sans rire. Non, bien sûr. Donc il y a beaucoup d'humour, et Ladislas Chola, qui en est le metteur en scène, qui est un spécialiste du rire, des pièces de théâtre actuellement. Et Abby fait cet essai, et c'était hyper réussi et drôle. Et après, je l'ai entendu chanter. Je dis, voilà, c'est cette voix. Après, on m'a dit qu'il avait fait The Voice saison 9. Et voilà, c'était un peu le hasard. Il était né à Haïti, il est venu en France, et il a fait le conservatoire dès l'âge de 6 ans. Donc c'est techniquement toutes les bases pour être comédien. Exactement. Alors là aussi, c'est une surprise parce qu'un Haïtien qui joue le Prince de Conti, c'était pas évident. Alors là aussi, on va dire, on est en 2023 Oui. et avoir un casting mixte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de filles. Il y a la série Bridgerton, Hamilton, par exemple, Lafayette est jouée par quelqu'un de couleur. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut plus. C'est-à-dire, la société a évolué. Et donc, pour moi, ça fait longtemps que je voulais faire un casting mix. C'est-à-dire le meilleur à chaque poste. On s'en fout. Voilà. Donc, Abby est une personne formidable. Il y a aussi Shaina. Hein, et le Prince de Conti. Voilà. C'est très bien comme ça. Oui, parce que l'histoire raconte les tourments du Prince de Conti qui vit dans l'ombre de son frère aîné, le Grand Condé. Vous êtes parti d'un fait historique, Davatia. Ah oui, alors je ne trahis jamais l'histoire, sachez-le. Comme dans Le Roi Soleil, oui. comme dans 1789, on reste toujours fidèle. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une dramaturgie, comme on appelle ça. Vous scénarisez, on car scénarise. Voilà, on scénarise. C'est-à-dire d'abord, on peut pas raconter la vie de Molière en 2h30. C'est pas possible. Donc on choisit un point de vue. Moi, j'ai choisi le point de vue. Qu'est-ce qui fait que cet homme ordinaire est devenu un homme extraordinaire ? C'est le passage du monde ordinaire au monde extraordinaire. Pourquoi ce fils de tapissier qui devait hériter la charge de tapissier est devenu le plus grand auteur de comique de l'histoire ? Avec une dramaturgie, c'est-à-dire que Conti, qui est son protecteur, va devenir son pire ennemi. Et c'est ça qui est génial. C'est là où le Prince de Conti était génial, parce que c'est son protecteur. C'est quand ils vont tourner parce qu'ils font faillite, Molière va en prison, leur l'illustre théâtre ferme, ils vont tourner, ils ont un premier protecteur, le duc d'Épernon. Après, c'est la Fronde, ils le perdent, et après, il y a Conti, qui lui avait fait la Fronde, et donc est assigné à résidence. Et c'est son protecteur, et voilà, Conti a failli mourir. Et là, il découvre la religion, mais la religion extrême, c'est radicaliste. Et donc, le divertissement, c'est l'arme du diable. Et en même temps, c'est une façon d'apprendre aux jeunes l'histoire de Molière, de Davatia. Exactement. Hein, je parlais avec la directrice de l'école de ma fille, hein, parce que j'amène des CM1, des CM2 en avant-première pour Molière. J'ai expliqué, oui, on respecte toujours l'histoire. C'est-à-dire que celui qui va voir ce spectacle, qui connaît rien sur le grand siècle, sur Molière, va apprendre. Évidemment, je n'ai pas l'ambition de remplacer les historiens. Il existe des livres magnifiques sur la vie de Molière.
Mais on peut pas faire un cours d'histoire avec un spectacle de 2 heures où ça chante. Voilà. Et moi, je me souviens de Chantal Goya qui, grâce à elle, toute une génération connaît Jean-Baptiste Boclin à l'école, car elle en parlait dans ses spectacles. Exactement. C'est le même principe. Exactement. Vous savez, je raconte une petite anecdote. Quand j'avais fait Le Roi Soleil, je recevais des lettres de professeurs, pas une, j'en ai reçu quelques-unes. Je disais, Monsieur Attia, c'est scandaleux. Je demande à mes élèves qui est le Roi Soleil. Il y en a qui lève la main, il dit c'est Emmanuel Moire. C'est comme ça. Mais alors, il y a aussi Francis Huster qui se bat pour que Molière rentre au Panthéon. Il a fait une manifestation le jour du 400e anniversaire. C'est vrai que Molière mériterait d'entrer au Panthéon. Alors, je crois que c'est un problème technique, administratif. C'est pour entrer au Panthéon, c'est après la Révolution. Donc, oui, c'est ça. C'est un problème technique. Bon, on peut changer ça. Mais c'est vrai que Molière, quand même, s'il a quelqu'un a fait pour la France, la culture française, c'est bien Molière. Vous êtes impliqué dans le livret, dans les musiques complètement cette fois-ci. Oui, complètement. Comme dans Le Roi Soleil, comme dans Mozart, l'opéra rock, et comme. Ce sont des années de travail. C'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte de jamais décevoir le public. Voilà. C'est-à-dire que il y a des comédies musicales réussies, d'autres qui sont moins réussies. Ça me fait toujours mal au cœur parce que quelqu'un qui paye un billet, c'est un effort. Il faut pas qu'il y ait une déception. Et une comédie musicale, c'est une histoire, une histoire, une histoire. C'est une histoire, une histoire. C'est un livret. C'est comme un film. C'est un scénario, un scénario, un scénario. Après, il y a les décors et les costumes du XVIIe siècle parce que je veux que la promesse soit respectée, que les gens fassent un voyage dans l'histoire. Que voilà, on retrouve Louis XIV, Monsieur Versailles. Il faut que les gens rêvent. Voilà. Et rient surtout. Et qu'ils écoutent des chansons. Et justement, Rêver, j'ai pas l'habitude. C'est le titre du premier single. C'est le deuxième single. Alors c'est juste une démo parce que la chanson va pas ressembler à ça parce que c'est toute la troupe. Mais comme j'avais personne et je voulais faire écouter en exclusivité, donc j'y habite faire la voix en attendant de faire le single qui sort dans 3 semaines. Et en exclusivité pour les Clés d'une vie sur Sud Radio, Rêver, j'ai pas l'habitude, le nouveau spectacle de Davatia. Rêver, j'ai pas l'habitude. Je suis prisonnier de mes certitudes, condamné à la solitude. J'en ai l'habitude. Je dois laisser tomber l'habitude. Je suis prisonnier de mes certitudes, condamné à la solitude. J'en ai l'habitude. Moi, je disais, il y a un style de Davatia, de comédie musicale qu'on reconnaît immédiatement. C'est vrai. C'est vrai que j'aime les chansons avec des fortes mélodies qui accrochent tout de suite, avec un côté, le refrain qui explose. Il y a un style. Voilà. Et comme d'habitude, on va entendre les chansons d'ici le 11 novembre, petit à petit. Petit à petit, ouais, j'espère avoir 3 chansons que les gens vont découvrir pour savoir ce que le spectacle va donner. Ouais. Alors, là, ce sera au Dôme de Paris le 11 novembre, et ensuite en tournée. Et la tournée est annoncée pour 2024 avec le titre « L'histoire incroyable d'un génie ». Oui, parce que c'est une histoire incroyable. La vie de Molière est incroyable. Je répète, un fils de tapissier qui devait hériter la charge de tapissier et qui laisse tout tomber pour être comédien, sachant, Jacques, que comédien est un métier maudit à l'époque. Exactement. Pas de sacrement. On était comparé aux prostituées, c'était des gens qui se vendaient pour de l'argent. Il a tout laissé tomber, un truc prestigieux. Tapissier du roi, c'est énorme. Parce qu'il était amoureux de Madeleine Béjart, donc histoire d'amour. Évidemment, je peux pas faire une comédie musicale sans de magnifiques histoires d'amour. Et c'est par amour, et aussi par amour de la comédie, parce qu'il a perdu sa mère à 11 ans, c'est son grand-père qui lui a fait découvrir, etc., etc. Et voilà, l'histoire de Molière est exceptionnelle. Oui, et il a fallu faire un casting, comme d'habitude, trouver des gens nouveaux. Et là aussi, c'est une lourde responsabilité. Oui, une lourde responsabilité, parce que là, c'était encore plus dur, parce que là, il fallait chanter, avoir une très belle voix, et avoir des bonnes notions de comédie, être très bon comédien, parce qu'on peut pas interpréter Molière si on est des mauvais comédiens. C'est ça le problème. Alors que les autres spectacles, c'est pas grave. On va dire que mes grands chanteurs ont été d'énormes comédiens dans mes anciens spectacles. C'était toujours mon point faible. Mais là, on pouvait pas, et surtout Ladislas Chola, qui mettait en scène, est très exigeant. Donc ça a été très dur. Et en même temps, il y a un foisonnement de jeunes en France qui ont du talent, de la comédie, de la chanson. Vous avez été heureusement surpris, Davatia? Oui. Alors ça progresse. On va dire que toutes les émissions nous aident, The Voice, Starac, La Nouvelle Star, ça donne le goût à la chanson et ça permet aux gens aussi de s'ouvrir, faire autre chose que la chanson, de la comédie, de la danse. Et on en a besoin parce que je trouve qu'il y a une vraie comédie musicale à la française. Et là, je trouve dommage que je suis très content du succès de Starmania, le retour de Starmania, Notre-Dame de Paris. Et ça permet aux comédies musicales françaises qui font travailler la création française de résister par rapport à toutes les marques qui sont très bien, Le Roi Lion, Mamma Mia, West Side Story, et tout, etc. Mais j'ai peur qu'on connaisse dans la comédie musicale ce qu'a connu le cinéma avec toutes les superproductions américaines.
Et c'est dommage. Écoutez, tout ce qu'on peut espérer, c'est que Molière, l'opéra urbain au Dôme de Paris à partir d'Urgence soit un succès aussi fort que ce que vous avez connu. Et je n'en doute pas avec vous, Dovatia. C'est jamais acquis, Jacques. On va se battre en tous les cas. Merci. Je sais que vous allez vous battre. Merci en tout cas, puis vous reviendrez en parler parce que ça commence à peine. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.